Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui, je pense, si vous la regardez, c'est que vous vivez une vie de couple, une vie familiale idéale, sans aucune manipulation. La manipulation est à la mode, alors qu'elle se décline en termes de harcèlement moral, dans le cadre de l'entreprise ou de perversion narcissique, dans certaines émissions, dénonçant des drames conjugaux. Il semblerait que les manipulateurs sévissent de plus en plus. Alors, qu'en est-il vraiment? La plupart du temps, les situations décrites traitent de pervers épouvantables, de harceleurs horribles ou d'escrocs notoires. Sont des histoires à faire si froid dans le dos que peu de gens s'y reconnaissent. Elles passent bien la rampe, et c'est tellement sidérant qu'on se rassure aussi sec en pensant ne pas du tout être concerné. Tant mieux. Néanmoins, sans minimiser la souffrance générée par ces situations extrêmes, qu'il faut à l'évidence continuer à dénoncer, je préfère personnellement me pencher sur des formes de manipulation plus quotidiennes et plus fréquentes. Alors celles-ci sévissent au sein de nos familles sociales et professionnelles, et par leur caractère apparemment ordinaire, n'en sont que plus sournoises et bien difficiles à détecter. Il s'agit d'une mécanique du non-respect, un véritable travail de sape psychique, perpétré en toute discrétion, consciemment ou non, et dont la violence larvée est bien plus destructrice qu'il n'y paraît. De légères primades en allusions perfides, de demi-vérités en double message, ces petites agressions perverses agissent comme des postillons de poison. Faible dose, bien qu'indigeste, on n'en meurt pas. On arrive parfois même à s'en accommoder. Mais alors à quel prix? Par contre, leur répétition, leur accumulation sont indéniablement toxiques. Cette emprise se lie aux creux d'histoire, de vie, aux allures banales, de tensions familiales, de disputes de voisinage ou de crises de couple qui auraient pu se résoudre après quelques ajustements ou même une bonne dispute. Pourquoi pas une thérapie de couple? Mais ce qui les rend si particulières, c'est qu'elles traînent, s'enveniment, dégénèrent et se transforment en combats perfides où la vérité n'a plus sa place, où la franchise devient un piège et où les tentatives d'explication sincère de l'un se heurtent au refus de dialogue de l'autre. Connaissons heureusement des relations au sein desquelles on se sent bien, en confiance, où on sait qu'on peut parler sans crainte parce qu'on est accepté et respecté tel qu'on est. Mais il en est d'autres qui génèrent un malaise, un doute, un stress, une crispation, une méfiance progressive, alors même qu'elles avaient peut-être commencé dans la joie, l'enthousiasme, le bonheur. Quelque chose ne tombe pas rond, mais on ne sait pas exactement quoi. Il existe aussi des histoires d'amour qui se vivent avec un certain bonheur dans la durée.
Si elle s'achève, chacun essaie au mieux de tourner la page, sans massacrer celui qu'il a aimé, alors que d'autres couples s'installent dans une guerre de tranchées ou un divorce sanglant et long, au cours duquel tous les coups sont permis pour mettre son ex à genoux. Connaissons enfin des familles où il fait bon grandir et d'autres dans lesquelles, derrière les apparences de la normalité, l'enfant sent intuitivement qu'il ne peut pas ouvrir librement ses ailes, sans que cela ne menace l'équilibre de ses parents. Cet enfant-là ne peut simplement pas être lui-même. En tant que psychologue, je reçois fréquemment des hommes, des femmes et des adolescents qui consultent pour des souffrances dont ils ne comprennent pas l'origine, mais qui prennent leur source dans une relation empoisonnée par la manipulation. Et j'assiste souvent, dans le cadre de mes consultations de couple, à des duels pernicieux, où plus le manipulateur qui est le plus des deux, n'est toujours pas celui qu'on pense ou celui qu'on croit. De tout temps, les conflits ont animé la vie des habitants de notre planète, les terriens. Rien de neuf sous le soleil. Et toutes les formes de lutte de pouvoir existent entre les hommes et se reproduisent au cours des siècles, des plus loyales aux plus barbares. Mais le champ d'investigation qui me préoccupe aujourd'hui est celui des conflits pourris par des manipulations discrètes, quotidiennes et trop souvent banalisées. Comme une marionnette dirigée de l'intérieur par la main du marionnettiste, la personne qui subit cette influence est inconsciemment habitée par la volonté du manipulateur, infiltrée par sa pensée, manœuvrée par son besoin instinctif d'imposer sa propre vision. Sous son emprise, elle perd pied. Elle est amenée à tenir des propos qu'elle regrette ensuite, se voit agir d'une manière qu'elle déplore ultérieurement et qui parfois bien, malgré elle, fait ressortir un aspect d'elle-même dont elle a honte. Cette personne prend des décisions qui lui sont nocives ou adhère à des opinions qui ne sont pas les siennes, au bénéfice de celui qui la manipule. Il s'agit là d'un véritable viol de l'esprit. C'est un envahissement de la pensée par la pensée, préoccupant, obsédant, une forme de contamination qui perdure bien au-delà des moments de rencontre entre les protagonistes. Comme si l'un avait inoculé sa problématique dans l'esprit de l'autre, et parfois même vice-versa. Cet envahissement est minant dans les deux sens du terme. Comme les galeries d'une mine, ça s'infiltre en profondeur, ça ne se voit pas de l'extérieur, ça ronge lentement, ça fragilise, ça consume, et ça ruine peu à peu. Comme une mine explosive, c'est antipersonnel. Sournois, caché, traître, ça ne tue peut-être pas, mais ça mutile. Parfois, la victime, probablement peu consciente des enjeux, participe à la danse. Malgré elle, elle provoque, excite et donne la réplique d'une manière telle qu'on peut y voir une certaine forme de complexité, dont elle jouit et dont elle souffre à la fois. Parfois, les choses se règlent d'elles-mêmes, mais
souvent la confiance en soi a pris un sérieux coup dans l'aile. L'impact sera d'autant plus dommageable qu'on n'a pas compris en profondeur que ce qui s'est vraiment passé. Le risque étant évidemment de recommencer ailleurs la même mésaventure. Alors si malheureusement l'épreuve s'éternise, ou plus grave encore, s'il s'agit d'un enfant qui a grandi avec des parents manipulateurs, qu'il aime malgré tout, et dont il a besoin, la dépendance verrouille de plus en plus, parce que la victime a peur des représailles qui répondraient à ces velléités d'indépendance. Elle craint que, sans l'impulsion du marionnettiste, elle ne soit plus qu'une petite cloque sans force, sans cap, sans idée propre, libre peut-être, mais si seule et isolée. Tout silence est un vide. Elle lutte sans cesse contre le risque de la dépression. Alors parfois les victimes sont conscientes de leur tourment et parlent de leur douleur avec une certaine lucidité. Elles peuvent décrire les petites violences quotidiennes qu'elles subissent, mais ne savent pas ni comment elles les génèrent, ni comment s'en débarrasser. Parfois, elles n'y comprennent rien, vivent un profond malaise et une infinie perplexité. Elles se sentent coupables, croient devenir folles, dépriment et parfois somatisent. Il leur faudra beaucoup de temps, avant d'arriver à se désembrouiller l'esprit afin de voir suffisamment clair pour analyser ce qui leur arrive et commencer un travail de réparation. Leur difficulté est immense à plus d'un titre. Les personnes manipulées ne trouvent pas d'issue parce qu'elles ont peur et cette peur les paralyse. Elles n'arrivent plus à réfléchir correctement parce qu'elles se culpabilisent. L'entourage n'y voit bien souvent que du feu et donc minimise ou banalise la situation. Les victimes doutent d'elles-mêmes parce que tout ce qu'elles entreprennent pour essayer d'en sortir se retourne contre elles. Elles se sentent incomprises, isolées, blâmables et souvent honteuses de se plaindre parce que les manœuvres perverses demeurent totalement incompréhensibles tant que l'on cherche à les mesurer à l'aune de l'amour, de la sympathie et voire du respect. Elles ne se comprennent qu'en termes de mépris, de domination, de déni et de disqualification. Chaque primade, prise isolément, n'est jamais vraiment grave. Vous n'en mourrez pas. Mais si infime soit-elle, elle vous ronge un bout d'aile, vous arrache une plume, tant et si bien qu'il devient de plus en plus difficile de prendre son envol. Alors on peut légitimement se demander pourquoi on parle de plus en plus de manipulation. Serait-ce un phénomène de société, un phénomène de mode? Y a-t-il des raisons qui font que notre époque en génère plus qu'avant? Et notre époque en génère-t-elle vraiment plus qu'avant? Ce n'est pas impossible. On peut penser en effet que le discrédit lancé sur l'autorité légitime, la chute du patriarcat, de la morale bourgeoise qui ont marqué la fin du XXe siècle, entraînant avec elle la légitimité des hiérarchies et des compétences, fissure ainsi le piédestal sur lequel trônait
professeurs, enseignants et parents, tout ce mouvement de remise en question de l'autorité, de la structure des principes, pour le meilleur et pour le pire, et a ouvert la porte à un large champ d'expérimentation, plus créatif certes, mais sur lequel on n'avait aucun recul. Alors la peur de frustrer les enfants a empêché leurs parents de les canaliser, de les structurer, de leur apprendre à respecter quelques règles, la peur des conflits avec les parents d'élèves a empêché certains professeurs, enseignants, d'exercer l'autorité qui leur permettait de garder le contrôle sur la classe, alors qu'ils se trouvaient devant une génération d'enfants bien moins disciplinés. En plus de devoir leur enseigner une matière, il leur a été dévolu la lourde tâche de les éduquer. La société s'est considérablement assouplie. C'est mieux dans certains domaines et moins bien dans d'autres. Et ce qui est sûr, c'est que le ramollissement des structures alimente à la source les comportements manipulateurs. Et nous verrons ça plus loin. Cette vidéo s'adresse à toute personne intéressée par la compréhension des mécanismes relationnels et en particulier à ceux qui se sentent concernés de près ou de loin par la dynamique manipulatoire, que l'on soit acteur, spectateur, complice ou victime, ou même un peu de chaque. Je ne doute pas que ces derniers puissent y trouver quelques pistes de réflexion. Quant aux manipulateurs eux-mêmes, eh bien, s'ils ont envie d'entamer la vision de cette vidéo, je ne peux que les encourager à poursuivre. Mais je ne me fais pas trop d'illusions. Soit ils ne s'y reconnaîtront pas. Quand on n'a pas conscience, on n'a pas conscience. Soit ils s'en défendront et mépriseront la possibilité qui leur est offerte de réfléchir à leur propre vie. Quand on ne veut pas prendre conscience, on ne veut pas. La compréhension des mécanismes pervers n'était pas enseignée sur les bancs de l'université, au temps où j'ai fait mes classes, et elle est encore très peu aujourd'hui. Certains médecins, psychologues, avocats, médiateurs ou juges l'ignorent encore ou en minimisent la portée, avec pour conséquence des réponses parfois complètement inappropriées à côté de la plaque de la part de ces professionnels lorsqu'ils y sont confrontés. C'est donc par l'analyse assidue de ce que me relatent mes patients, associé au décortiquage obstiné au sein de mes propres recherches, de ces histoires désagréables qui sointent le malaise, m'est apparu petit à petit comme un puzzle. Un puzzle qui révèle doucement son image, une trame logique et cohérente que j'ai pu ensuite confondre aux récentes publications professionnelles qui étaient mes propres conclusions. Alors, bien sûr, je n'ai pas la prétention d'apporter une étude définitive de la manipulation, même de la manipulation ordinaire. Si mes propos sont réfléchis et illustrés de propos réels, ils ne représentent toutefois que
que le simple regard que je peux porter aujourd'hui sur ces tensions interpersonnelles qui pourrissent l'existence. Ma compréhension est, par essence, même soumise à révision et bien sûr à l'épreuve du temps. Pour la facilité de cette vidéo, mes idées prennent parfois l'allure d'affirmation afin d'éviter les il me semble et les peut-être. Et je prends les devants face à la critique que pourraient me soumettre mes confrères et mes consoeurs en reconnaissant que pour expliquer l'ensemble de ce sujet avec la diversité des situations et des angles de vue, dont chacun mériterait une vidéo à elle seule, j'ai bien dû sacrifier quelques nuances sur l'autel des généralités. Comment savoir si je suis manipulé? Ces tensions constantes au sein du couple ne seraient-ce pas de la manipulation? Et plus souvent, et dans le cas où le plus manipulateur des deux est vraiment toujours celui qu'on pense, ce qui est généralement complètement faux. Est-ce sans le savoir que je participe à cette tension qui me nuit? Les échecs répétés d'adultes seraient-ils liés à un climat familial particulier qui a empoisonné l'enfance de beaucoup? Cette vidéo a donc pour but de vous aider à répondre à ces interrogations, à vos interrogations et à bien d'autres. Et j'ai à cœur d'y apporter la lumière d'une façon claire, nuancée, mais non simpliste. Et finalement, la question qui prévaut est peut-être celle du pourquoi. Pourquoi tous ces efforts? Pourquoi mettre en scène toutes ces douleurs? Pourquoi ne pas fermer cette vidéo et puis continuer une petite marche tranquille, vaille que vaille, en collant ses sparadraps. Il est tellement plus facile d'y voter en masquant sa tristesse, comme certains le font depuis tant d'années. Alors à ceux que ces questions paralysent, je réponds avec passion que l'établissement d'une relation saine et respectueuse est une source puissante de joie, de sécurité et d'équilibre. Et je suis convaincu que la compréhension des mécanismes pervers qui gâtent certaines de nos relations peut nous aider à nous dépêtrer. Et j'invite tous ceux qui regarderont cette vidéo sur ce chemin pour faire un petit pas de plus vers le bonheur, vers votre bonheur. Alors faisons ensemble le tour de ce qui relève de la manipulation, ce qui est un peu de mise toutes les sauces et des relations de pouvoir qui n'ont rien de manipulatoire. Nous vivons à une époque où toute forme de domination est assez maudite et où l'autorité a plutôt mauvaise presse.
est interdit d'interdire, d'où taillait mai 68. Ce qui a créé non seulement un tarot favorable à la manipulation, mais aussi une sérieuse pagaille autour des relations de pouvoir. En ces temps politiquement corrects, il me paraît aussi nécessaire de se pencher sur la subtile difficulté que tout penseur rencontre lorsqu'il s'agit de qualifier de normal ou de pathologique les comportements qui nous dérangent. La confusion est d'autant plus grande que le français et la psychologie utilisent les mêmes mots pour décrire des concepts différents et c'est bien dommage. On dit par exemple j'étais devenu complètement hystérique pour décrire un accès de folie, des cris, de rage ou de joie. Alors que pour un psy, l'hystérie recouvre un type de névrose qui peut parfaitement se vivre avec calme, et il utilisera plutôt le diagnostic de maniaque pour parler de ces personnalités extrêmement agitées. Dans le langage courant, en revanche, un maniaque, c'est quelqu'un qui n'aime pas que les choses ne soient pas arrangées comme il faut. Alors qu'un psy parlera plutôt d'une personnalité obsessionnelle, et ainsi de suite. Et de même pour la manipulation. Le sens des mots évolue avec l'usage que l'on en fait parce que la langue vit. Mais pour qu'on se comprenne bien, je vais tenter de définir au mieux les concepts dont je vais parler tout au long de cette vidéo et ceux que je laisserai de côté. La manipulation, ce terme dans la bouche d'un psy désigne une dynamique d'irrespect entre deux individus dont l'un cherche instinctivement à déstabiliser l'autre afin que des éléments se déroulent à son propre avantage et de façon peu ou pas consciente pour les deux protagonistes. La manipulation est à la portée de chacun et l'exercer de temps à autre n'implique pas nécessairement d'office le diagnostic de manipulateur. C'est par le caractère répétitif, l'intensité, la constance, mais surtout par l'impossibilité de faire autrement que se définit une personnalité manipulatrice. Si on compare une personnalité à un arbre, le tronc représente la structure profonde, tandis que les branches en sont les comportements. Normalement, un chêne produit des branches de chêne et un pommier des branches de pommier. Néanmoins, en psychologie, comme en botanique, il est possible de greffer quelques branches d'un arbre à un autre et ça ne change pas pour autant l'espèce de l'arbre. Pour simplifier, on parlera du manipulateur et de sa victime, même si le manipulateur ne l'est pas tout le temps, pas plus que la victime ne le sera de manière permanente. Le manipulateur sera donc le vocable désignant celui qui exerce des comportements manipulatoires dans le cadre d'une relation particulière, que ce soit régulièrement ou exceptionnellement. Cela ne fait donc pas nécessairement de lui une personnalité qui mérite ce diagnostic définitif. C'est souvent le plus dominant des deux, que la domination soit visible ou souterraine, le plus sadique éventuellement, celui qui cherche à exercer son emprise sur l'autre. Le terme victime représentera celui qui, dans le cadre de cette relation-là, semble le plus fragile.
le plus perdu, le plus désemparé, le plus faible ou le plus en souffrance. Peut-être aussi le plus masochiste. Pas pour moi. Ou encore celui qui tâche de résister à la manipulation en utilisant uniquement des comportements non manipulatoires. A priori, ces précautions de vocabulaire peuvent étonner, mais il n'est pas rare que cette relation soit réciproque, qu'elle s'inverse. Nous verrons ça plus tard dans cette vidéo. Le manipulateur banalise ses comportements d'emprise, nie le caractère sournois de son mode relationnel, ainsi que les dégâts qu'il occasionne à sa victime, pour laquelle il n'a pas vraiment d'empathie. S'il jouit de l'ascendant qu'il a sur elle, cela relève du comportement de survie psychique. Il s'agit de façon assez instinctive, en particulier lorsqu'il y a un enjeu, ou lorsqu'il se sent menacé. Il peut par ailleurs établir des relations superficielles, agréables et dépourvues de manipulation à l'égard d'individus avec lesquels il n'a ni contentieux ni besoin particulier. Tant que sa victime potentielle ne lui porte pas ombrage, ne se dresse ni s'oppose à lui, tout va bien. Et c'est ce qui explique notamment l'établissement de relations de couple qui se tissent de façon assez fusionnelle, avant que les conflits n'apparaissent. Alors l'occasion fait le larron. C'est le type de relation et l'enjeu qui font le manipulateur, ou qui augmente sa propension naturelle à l'être, cette capacité d'établir parallèlement des relations assez normales, isole beaucoup les victimes parce que leur entourage n'y voit rien. Achetez-leur des lunettes. Ne ressent rien, puisqu'aucune relation désagréable ne s'installe entre le manipulateur et eux. Bien, le propre d'un comportement manipulatoire et son caractère, bien sûr, inavouable, soit dans les moyens mis en œuvre, sans dire également dans quel but rechercher, soit dans les deux. Malheureusement, étant donné l'inconscience relative du manipulateur et les mécanismes de défense très efficaces qu'il met spontanément en œuvre pour nier ou minimiser ces aspects malsains, il n'en prend que fort rarement conscience. Et lorsque c'est le cas, parce que la vérité concernant les faits lui est présentée d'une façon incontournable, par exemple, sa prise de conscience forcée est malheureusement assez fugace et rapidement, il réaménage l'information de façon à maintenir la vision des événements qui lui convient. Le caractère inavouable de ces comportements dépend en partie du cadre dans lequel ils se produisent. Chaque groupe social est régi par des lois et des règles que nul n'est censé ignorer, qui définissent les comportements admis et ceux qui sont transgressifs. Par exemple, séduire un adulte pour obtenir ses faveurs sexuelles est admis dans certains milieux et entre adultes consentants, mais un comportement identique à l'égard d'un enfant ne l'est pas. Dans la mafia, menacer de mort fait partie des lois du milieu, pas dans la tranquille bourgeoisie de nos contrées. Plus couramment, se moquer d'une personne entre amis est de l'ordre de la blague. Et encore. Mais
Ainsi, les sarcasmes s'adressent à une personne fragilisée, à un enfant ou encore à un collègue qui nous entrave dans nos projets, et que de la sorte, nous tâchons complètement de déstabiliser. Le comportement d'une personne qui, en toute lucidité et sans scrupule, tire sur toutes les ficelles pour obtenir ce qu'elle veut et calcule ses coûts avec une avidité perfide, relève de la manipulation véritablement machiavélique. Elle fait d'escrocs, d'imposteurs, d'être calculateurs parfaitement conscients de ce qu'ils font et qui en retirent un certain plaisir, voire une extrême jouissance. On peut parfois y voir un véritable sadisme, et la conscience qu'en a l'auteur lui confère un caractère proprement diabolique. Si le machiavélisme et la manipulation comportent tous deux une dimension inavouable, concernant le but et où les moyens mis en œuvre, c'est le niveau de conscience qui fait toute la différence. On observe maintes formes de manipulation consciente et délibérée, d'escroquerie ou d'imposture, de la part de commerçants sans scrupules, de politiciens véreux, de chefs d'entreprise, que rien n'arrête, de mafieux, de violeurs et autres criminels. Tous ces comportements relèvent de la psychopathie, c'est-à-dire de la transgression des cadres et des lois en toute conscience, sans scrupule ni empathie pour les victimes. On rangera celle-ci d'un revers de main, facilement, dans le tiroir des dégâts collatéraux, des imbéciles, des agents de la farce. Ce n'est pas le sujet principal de cette vidéo. Nous allons plutôt explorer le terrain des petites manipulations quotidiennes, moins spectaculaires, mais bien plus répandues et terriblement toxiques. Le harcèlement moral est un terme qui a été introduit en 1998. Il n'est donc pas si ancien que ça. Donc, dans un ouvrage offert au grand public, les résultats d'un travail concernant la manipulation relationnelle dans le cadre de l'entreprise, la définition donnée et qui accourt quasi partout est la suivante. Le harcèlement moral au travail se définit comme toute conduite abusive, geste, parole, comportement, attitude, qui porte atteinte par sa répétition ou sa systématisation à la dignité ou à l'intégrité psychique ou physique d'une personne, mettant en péril l'emploi ou dégradant le climat de travail. Alors il s'agit bien du même phénomène pervers que celui que recouvre la manipulation, mais dans le monde du travail. Chaque attaque prise séparément n'est pas vraiment grave. Pas vraiment grave, nous dit-on encore. C'est l'effet cumulatif des micro-traumatismes fréquents et répétés qui constituent l'agression. Mais alors, attention, la généralisation et la banalisation de cette notion ont permis de trouver une justification à la volonté de beaucoup d'ôter au travail sa dimension de travail. Il faut distinguer ce qui est de l'ordre de la souffrance inhérente au travail, qui est en soi un renoncement au plaisir, sauf quand on peut associer les deux, ce qui est un vrai bonheur,
de ce qui est de l'ordre d'un excès de souffrance dû à des conditions abusives ou aux manipulations de ceux qui occupent les places de pouvoir à tous les niveaux de la hiérarchie. Par essence même, une entreprise est un lieu où s'affrontent des intérêts divergents mettant en face des exigences de qualité de vie pour ceux qui y travaillent. Et la logique des profits qui vont réaliser les actionnaires grâce à la productivité du personnel. On ne peut éviter un conflit entre ces deux attentes contradictoires. Il s'agit donc de distinguer la difficulté ou la souffrance inhérente au fait même de travailler de celle qui résulte d'un éventuel harcèlement. La confusion consiste souvent à invoquer le harcèlement pour récuser la contrainte ou la pénibilité qu'impose parfois le travail. Le narcissisme, c'est l'amour de soi, terreau de l'estime personnelle et de la confiance en soi, et dont la forme ordinaire, acceptable et même souhaitable correspond à un amour de soi ouvert et bienveillant. Lorsqu'on parle d'une personnalité narcissique, on imagine quelqu'un à l'ego surdéveloppé, surdimensionné, quelqu'un qui ramène tout à lui, attire l'attention, flatte, séduit, brille en public, et même au centre du monde, donne l'impression de savoir tout et mieux que les autres. L'ego envahit tout l'espace social, avec une incapacité à se décentrer et à tenir compte d'autrui. Et une surestimation de ses réalisations, de ses capacités, avec des attentes d'être reconnu comme exceptionnel, alternant avec des phases de découragement, fondées sur le sentiment d'être nul ou indigne. En effet, lorsque on apprend à connaître cet individu, on se rend vite compte que derrière ces apparences grandioses se cache finalement un être qui manque singulièrement de confiance en lui, mais ne peut l'admettre. Il n'est peut-être pas conscient, peut-être pas. Il n'aura de cesse de remplir ce vide que par le regard d'autrui, dont il quête la fin et sans fin l'admiration, qui l'utilise comme faire-valoir et dont la fonction essentielle se limite à renforcer son estime de soi, secrètement défaillante. Son amour de lui-même a été tellement malmené, mal nourri, mal construit dans sa prime enfance qu'il est aujourd'hui aux prises avec un amour-propre chancelant. Mal assuré, en péril, il souffre d'une véritable faille narcissique qu'il cherche désespérément à combler. Cette recherche, enfin, conduit à des comportements de survalorisation de soi et cache une très grande fragilité intérieure. Pour cette raison, le narcissique est une personne avec laquelle les relations superficielles fonctionnent bien, mais avec qui, en revanche, il est difficile d'établir des relations profondes, par absence de sincérité, à cause de ce besoin permanent de flatter et de ramener tout à soi. Sa demande de reconnaissance et d'admiration est insatiable. On retrouvera inévitablement des personnes présentant cette composante à des postes de pouvoir, qui bien sûr les attirent. Leur narcissisme vide ne fait d'ailleurs pas nécessairement de mauvais dirigeants, et n'est pas incompatible avec l'intelligence. Il n'en est pas de même d'autres personnes qui, elles, sont assoiffées
de pouvoir narcissique et pullule dans notre société. Je me souviens de la réponse de l'un d'eux à une question un peu provocante. Demande-moi, ce n'est pas étonnant, que je lui avais posée après avoir constaté à quel point il flattait systématiquement tout individu avec lequel il entrait en relation, et la cour d'admirateurs qu'il s'était constituée. Je lui ai demandé s'il n'en avait pas assez d'arroser d'engrais tous ces flatteurs qui composaient son fan club. Et il m'avait répondu, lui tranquillement, pas du tout. Et je trouve mon jardin beaucoup plus beau que le tien, avec ces petites fleurs sauvages. Alors, tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Avec eux, la manipulation ne se prend jamais comme un caractère agressif déclaré. Avec la flatterie et survalisation dans le seul but de s'en nourrir en retour. Il faut comprendre que cette règle tacite, pour faire partie du fan club, sinon, dehors. Bien. Je vous souhaite, comme d'habitude, une très agréable soirée. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.